Bonjour à toutes et tous. Nous allons maintenant pouvoir donc commencer cet échange autour des questions de sobriété. Bienvenue à Albert Isenthaler et Bettina. Bienvenue à tous. Donc, je vais peut-être dire un mot d'introduction pour expliquer un peu le contexte de de ce rendez-vous. Le comité 21 travaille sur la question de la sobriété depuis un moment. On y reviendra avec toutes les publications que le comité 21 a publiées. Dans l'actualité récente, encore cette semaine, un rapport du GIEC, la synthèse du sixième rapport d'évaluation du GIEC, a rappelé une nouvelle fois une réduction profonde, rapide, durable des émissions de gaz à effet de serre. Le GIEC redit noir sur blanc que les activités humaines, par le biais des émissions de gaz à effet de serre, ont sans équivoque provoqué le réchauffement de la planète, mais qu'il est aussi encore possible d'agir et que c'est un peu la fenêtre d'opportunité qui risque de se refermer si nous n'agissons pas vite. Euh, pour nous préserver un avenir durable et vivable pour tous. Le climat est une des limites planétaires, au nombre de 9, dont plus de la moitié sont déjà dépassés, provoquant des changements irréversibles de l'écosystème. On est en ce moment dans une crise énergétique. Je ne vous refais pas le tableau au niveau sociétal avec les tensions actuelles autour de la réforme des retraites. Alors aujourd'hui, c'est pas un débat sur la réforme. Simplement pour recontextualiser, au comité 21, on tente d'avoir une vision sociétale des enjeux et pas simplement sous l'angle des sujets, sous l'angle de la technique. Donc, on est dans un contexte qui invite à une véritable transformation, plus qu'une transition. Au comité 21, on adopte ce mot de transformation des pratiques, des politiques. Du coup, ça interroge évidemment les choix politiques en matière de développement durable, le sujet qui nous réunit dans toutes ces dimensions, la question des gestes individuels également. Il y a une notion qui s'impose depuis quelques mois, bien plus dans le débat public, même si on va le voir, c'est une notion bien plus ancienne, une notion qui parle au collectif, mais aussi aux individus. C'est bien sûr le sujet de la sobriété. Alors, la question d'aujourd'hui sera de savoir si la notion de sobriété fait consensus et si en fait, les mesures prises au nom de la sobriété sont suffisantes. Donc, je vais présenter nos deux intervenants. Donc, Albert Hitzenthaler, donc secrétaire confédéral à la CFDT, rapporteur en fait de l'avis du CESE au nom de la Commission environnement, qui s'intitule «Quelle politique pour favoriser l'évolution de la société vers la sobriété?» Bienvenue à toi. Bettina Laville, donc fondatrice du comité 21, présidente de l'Institut des études avancées, qui nous présentera donc les travaux du comité 21 depuis quelque temps sur le sujet de la sobriété. Donc, on est ensemble pour jusqu'à midi. Vous aurez la possibilité de poser les questions, vos questions via le chat. On aura un temps de questions-réponses. Et je vais, étant donné qu'on a pris un petit peu de retard, sans plus tarder, donner la parole à Albert Hitzenthaler pour nous présenter en fait les travaux du Conseil économique, social, environnemental, qui donc a publié un avis adopté en janvier avec un 19 préconisations. Peut-être, Albert, tu peux nous redire un mot sur les raisons qui ont présidé au choix de ce thème et nous présenter dans les grandes lignes cet avis et puis les préconisations qui sont associées. On va peut-être pouvoir passer en plein écran, Émérentienne, si tu veux bien. Bien, bah, écoutez, d'abord, merci de cette invitation. Donc, cet avis, effectivement, a été élaboré de septembre à décembre, hein, puis présenté en janvier, donc sur un rythme assez soutenu par rapport à l'activité habituelle du CESE, hein, dont je rappelle qu'il est composé par
les différents acteurs de la société civile organisée, à savoir donc les entreprises, les organisations syndicales, les associations, dont les associations environnementales, les professions libérales, les agriculteurs, les jeunes, enfin, etc. Et donc, nous nous retrouvons au CESE toutes les semaines pendant 5 ans en commission. Et donc, c'est dans le cadre de la commission environnement que cet avis a été produit. Donc, avis dont on a considéré qu'il était important de se saisir, à la fois dans le cadre de la réflexion générale autour de la transition écologique. On avait eu notamment une présentation du GIEC avant les congés d'été. Et puis, on a eu donc, pour le lancement de cette saisine, la présentation dans le cadre d'un forum des scénarios, la présentation des scénarios de l'ADEME et des scénarios de RTE en assemblée plénière, donc qui ont nourri déjà et qui ont amorcé en quelque sorte la réflexion générale autour de cet avis. Avis compliqué, d'une part parce que déjà il fallait s'entendre sur ce qu'on entendait par sobriété. Alors je conclurai sur cette dimension-là. D'autre part parce qu'on était dans un contexte tout à fait particulier avec un appel, on va dire, au plus haut niveau de l'État à une sobriété individuelle, et puis des éléments de contexte généraux qui sont ceux que tout le monde connaît, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc en fait, je vais être très rapide, vous m'en excuserez, mais je pense que ce sera mieux pour le débat. On a dans un premier temps, une fois qu'on a essayé de définir un peu tout ça, on a listé en quelque sorte tous les éléments du débat public autour des grands domaines pour lesquels la sobriété est un élément important, à savoir les transports, le logement, l'alimentation, la consommation plus généralement. Donc, on a cherché les informations donc, fournies par l'ADEME, RTE, l'IDRI, Negawatt, etc., Carbone 4, enfin bref, toutes les structures, toutes les instances, toutes les associations, et on a aussi d'ailleurs l'avis du comité 21 pour l'occasion. Donc toutes les structures qui ont permis de réfléchir un petit peu sur les éléments qui étaient déjà dans le débat public. Et puis, autre élément important, c'est que le CESE, depuis la réforme de 2021, la loi organique, on a fait une chambre aussi de la participation citoyenne, et donc nous avons lancé une plateforme participative avec 5200 participants sur 3 semaines, ce qui est tout à fait remarquable, je me permets de le dire sans flagornerie aucune, avec énormément de propositions, et de ces 5200 participants, on a organisé une journée avec une trentaine de personnes tirées au sort qui ont participé à une journée donc délibérative au CESE et qui ont amené aussi un certain nombre de préconisations qui sont reprises dans l'avis du CESE et qui sont identifiées comme telles, et que les citoyens ont pu d'ailleurs présenter certaines de ces préconisations lors de la plénière que vous pouvez visionner en replay sur le site. Alors, je vais très rapidement un peu sur les préconisations. En fait, on s'est dit que pour éviter qu'on soit simplement dans une démarche, on va dire, de lutte contre le gaspillage ou de chasse au gaspille, pour reprendre l'expression des années 70, qu'il fallait axer notre réflexion et nos préconisations autour de 5 axes. Le premier de ces axes, c'est garantir une sobriété juste. Et cette notion de justice sociale, j'allais dire de justice sociétale, nous a paru tout à fait fondamentale parce que nous considérons que c'est la condition sine qua non de politiques publiques ambitieuses, en considérant évidemment que la sobriété est une affaire de consommateurs. D'ailleurs, il y a eu des études qui considèrent qu'on est autour de 20% de potentiel d'efficacité de la sobriété individuelle, mais c'est quand même essentiellement et fondamentalement une question de politique publique. Et donc, sobriété juste, on avait auditionné donc, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre sur ce sujet, qui nous soulignait qu'on ne peut pas demander à des personnes qui sont déjà dans une forme de précarité et qui vivent une sobriété imposée, de faire des efforts, et on ne peut pas non plus les mettre dans des situations d'impossibilité d'agir, on le verra de façon plus précise. Donc ça signifie que dès la conception des politiques publiques, eh bien, on est à cœur d'associer donc les personnes les plus en difficulté, les plus précaires, les plus pauvres,
dans la réflexion et qu'on ne soit pas uniquement dans une démarche de compensation, mais bien dans une démarche de conception dès le départ en termes de justice. Et puis évidemment, cette question de justice fait renvoi à la fiscalité, hein, aux politiques de fiscalité, et on s'est tous accordés, hein, même si ça a été des débats un petit peu vifs dans notre sein entre différents groupes, hein, sur le fait que la fiscalité, en tout cas basée sur la consommation telle qu'elle est actuellement, ne répondait pas complètement ou ne répondait pas à cet enjeu de sobriété et qu'il fallait donc tendre vers une fiscalité plus progressive, plus redistributive. Et puis évidemment, de mettre en œuvre le cadre européen d'ajustement carbone, hein, qui venait d'être mis en place. Premier axe donc. Deuxième axe, promouvoir le débat démocratique au service de la sobriété. Donc, le CESE propose d'organiser un grand débat, un débat national sur la répartition des efforts. Alors, je ne vais pas revenir sur les chiffres, hein, sur les fameuses 10 tonnes, et c'est la proportion entre les 10% qui en consomment le plus, etc. Mais en tout cas, il y a sans doute une réflexion à mener de façon globale, hein, mais aussi sur le terrain, autour de cette répartition des efforts. Ça, c'était un point un peu discuté, hein, dans notre avis, mais sur lequel nous nous sommes mis d'accord, sur lequel nous avons fait consensus. Et puis, en considérant que nous avons tout intérêt à mettre en place des dispositifs de participation citoyenne, des dispositifs pérennes, en utilisant les structures existantes. Alors, le CESE en est une, hein, mais il y a aussi les CESR, il y a notamment les conseils de développement, hein, qui peuvent jouer un rôle important pour eh bien, que la question de sobriété soit vraiment dans le débat public et soit partagée par la totalité des acteurs et qu'on soit véritablement dans une démarche proactive et qui soit portée par tout le monde, que ce ne soit pas uniquement top-down, hein, comme on a l'habitude pour les politiques publiques. On souhaitait également associer, accompagner, coordonner les collectivités territoriales. J'ai eu l'occasion de présenter l'avis Sigerli au syndicat de gestion des énergies du Grand Lyon. Ça a été un débat très intéressant à ce titre. Et puis évidemment, ça suppose, du point de vue démocratique, qu'il y ait une capacité d'évaluation, de redevabilité par rapport aux politiques de sobriété. Donc ça, c'est issu notamment de l'atelier participatif. Hein. L'idée, c'est de contrôler, d'évaluer l'efficacité des mesures contribuant à la sobriété, tout en garantissant une indépendance du contrôle. Ça a été un point sur lequel on insistait, et donc une reddition des comptes. Vraiment, je présente à très gros traits, l'avis est quand même plus dense que ça, mais c'est vraiment pour amorcer le débat. Le troisième axe, c'est d'agir sur l'offre et de la demande. Alors, les politiques de sobriété individuelle sont plutôt orientées vers la demande, mais on a considéré que c'était au niveau de l'offre, hein, que les leviers d'action étaient les plus forts et les plus efficaces. Et donc, on préconise évidemment d'inscrire la sobriété dans les politiques européennes, mais aussi, ça c'est une préconisation donc, importante qui a suscité aussi beaucoup de débats, de programmer la transformation des entreprises vers la sobriété, ce qui suppose donc un dialogue multipartite, interbranche, national, territorial, ce qui suppose de renforcer les moyens en temps, en formation, en expertise, en cohérence avec la loi climat résilience, hein, sur les politiques de sobriété, et proposons également de développer des outils de suivi, des référentiels de sobriété, par exemple, pour évaluer les activités dans une démarche de sobriété, de s'appuyer sur la RSE, bien sûr, pour ce faire, et de faire entrer notamment la sobriété dans les critères d'attribution des aides aux entreprises. Là, il y a eu un débat assez animé avec le groupe des entreprises, notamment, hein, puisque au départ, il était question de conditionner les aides, et en fait, on a trouvé une position de consensus sur cette idée de faire entrer la sobriété dans les critères. On propose également de développer, mais ça, le CESE l'avait déjà évoqué, hein, des démarches de sobriété autour de l'évitement, de l'éco-conception, de la relocalisation, d'économie circulaire, enfin, toutes choses qu'au comité 21, vous connaissez par cœur. Donc, je n'insiste pas trop là-dessus, en insistant quand même sur veiller à intégrer pleinement toutes les composantes de la chaîne de valeur sur les politiques, à la fois dans la logistique et dans le numérique. Ça nous a paru
quelque chose d'important. Et puis, concernant la demande, il s'agit d'informer le consommateur et d'agir aussi sur les leviers, notamment sur la publicité. Ça aussi, c'était un débat un peu houleux sur notre commission pour savoir si la publicité était quelque chose qu'il fallait davantage réguler. Alors, on a déjà des éléments dans la loi climat résilience, mais en tout cas, il y a sans doute encore à aller plus loin dans ce domaine. On a rappelé les anciennes préconisations, notamment celles sur l'affichage environnemental. Le quatrième axe, il y en a 5, hein, je vais tout terminer, c'est utiliser les curseurs des politiques publiques dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire évidemment d'inscrire la sobriété dans la planification écologique, de mobiliser aussi les territoires ultramarins, on a eu un focus dans ce domaine-là, et d'informer sur les mesures, notamment les mesures restrictives. Alors, on s'est un peu inspiré de ce qui était en train de se passer au niveau des ZFE, hein, mobilité, en considérant qu'il fallait absolument, notamment quand il y avait des mesures restrictives, s'assurer des solutions alternatives en s'appuyant sur un guichet unique et un service d'accompagnement personnalisé pour les citoyens. Alors, on l'avait évoqué notamment pour les artisans, mais c'est un élément qui nous apparaît tout à fait important. Et puis, en termes de temporalité, eh bien, d'engager les parties prenantes à négocier, notamment l'organisation du travail. Hein. On sait l'effet que peut avoir l'organisation du travail dans la sobriété, ne serait-ce que par les flux quotidiens ou hebdomadaires, en misant un peu sur les plans de mobilité, en venant aussi sur les enjeux du télétravail et en utilisant des expertises comme le bureau des temps qui peuvent exister dans un certain nombre de villes, même si on n'en a pas un bilan complètement stabilisé. Et enfin, le dernier axe, c'est de se dire que finalement, on a besoin de construire de nouveaux récits partagés et qu'il s'agit d'inscrire la sobriété un peu comme une référence, faire de la sobriété une forme de référence culturelle qui ne soit plus pas perçue comme quelque chose comme une privation, comme quelque chose de négatif, mais comme une valeur positive. Donc, référence dans la communication institutionnelle, avec l'exemplarité, évidemment, comme impératif, pour les collectivités territoriales en misant sur les bonnes pratiques et en utilisant aussi toutes les démarches très, très nombreuses, fondamentalement, qui peuvent exister pour bâtir et construire ce qu'on a appelé des plans de sobriété territoriaux. On s'est un peu inspiré des projets alimentaires territoriaux, les PAT dont vous avez peut-être entendu parler, qui ont su créer une dynamique générale pour en fait avoir à la fois donc des politiques publiques, mais aussi une émergence de projets avec une stratégie un peu d'essaimage qui peuvent retrouver les politiques publiques et donner un sens général. Et au bout du compte, et je vais terminer là-dessus, on s'est accordé finalement sur deux définitions, non pas une, mais deux définitions de la sobriété. Ça a été donc une au départ établie sur la base un peu, une espèce de mix entre celle du Conseil sur le climat et du GIEC, hein, à savoir un ensemble de mesures d'organisation collective, on avait insisté sur cette dimension collective, et de pratiques du quotidien, qui évitent et réduisent la demande, la demande en énergie, matériaux, sol et eau, tout en assurant le bien-être pour tous dans les limites planétaires. Donc ça, c'était la première définition. Et on en a trouvé une deuxième à l'issue de nos travaux, qui a aussi suscité le débat, qui est un peu enrichi. Donc, ensemble de mesures collectives et systémiques, au sein desquelles s'élaborent des pratiques quotidiennes qui organisent la juste répartition, tout en réduisant la demande en énergie, matériaux, sol et eau, afin de garantir les droits fondamentaux et les conditions de vie des personnes dans les limites planétaires. Voilà donc, très, très résumé, les éléments essentiels de cet avis que nous avons l'occasion de présenter aux ministres, aux parlementaires, et qu'on est ravis de pouvoir présenter, d'où l'intérêt de cet échange avec le comité 21. Merci de votre attention. Merci beaucoup Albert. Il y a beaucoup de choses en fait qui font écho dans les axes qui un peu structurent les préconisations du CESE. En fait, il y a presque un peu tout qui fait écho. Et du coup, ça me fait un peu le lien avec
avec Bettina pour présenter un peu la vision de l'association autour des questions de sobriété, parce que dans ce que tu terminais, Albert, autour des définitions, autour de la dimension un peu collective, un peu systémique, le comité 21 a publié son premier rapport il y a près d'un an, qui s'appelait La sobriété fil vert de la transformation. Peut-être, Bettina, tu peux commencer avec la présentation de ce rapport et peut-être nous dire un peu les autres travaux qui ont été publiés depuis. Bien sûr, bonjour à tous. Alors, moi, je trouve effectivement le rapport du Conseil économique, social et environnemental tel qu'il vient de nous être présenté, merci beaucoup, extrêmement intéressant et dans le droit fil, alors fil vert, droit fil, de notre rapport. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est la définition. En fait, c'est bien, je trouve, de donner une définition de la sobriété autre que celle qui est celle du dictionnaire, etc. Et en fait, d'autant plus que nous étions interrogés là-dessus, si je relis ce que nous avions écrit, le constat de sobriété peut parfois sembler imprécis, voire insuffisant par rapport aux exigences de radicalité devant la gravité de la situation environnementale, mais il permet l'enracinement dans l'histoire philosophique, spirituelle, religieuse d'un comportement, d'un choix de vie devenu incontournable dans les sociétés d'abondance si on veut maîtriser à terme le dérèglement climatique, la perte de biodiversité, les éco-anxiétés dévastatrices et les inégalités nationales et internationales. Et c'est ce que j'aime bien dans la définition que le Conseil économique, social et environnemental donne, c'est que justement, il emploie, la définition se termine par dans les limites possibles aujourd'hui, et donc il y a ce mot limite, et il y a en même temps tout ce qui est justement comportemental. Alors nous aussi, nous avions continué, cet enracinement lui permet de donner un sens à la limitation des besoins et de retrouver le chemin des solutions. Il diffère en cela, ça c'est une grande question, du couple aporétique croissance-décroissance qui ne se réfère qu'aux sphères économiques. Il peut être un instrument fondateur d'un tourment civilisationnel car il embrasse tous les espaces de vie individuelle et collective. C'est pourquoi il ne doit pas s'enfermer technocratiquement dans le seul domaine énergétique, mais être proposé comme le fil rouge de ce que nous avons appelé la grande transformation. Donc, c'est un petit peu ça, si vous voulez, que notre message pour répondre à ta question. Alors, en fait, au comité 21, on a écrit jusque-là 3 notes et nous sommes en train d'en préparer une 4e. Alors, les 3 notes, en fait, la première, c'était ce que tu as cité, Frédéric, le fil rouge de la transformation. En fait, il y avait une première grande partie qui était de dire justement à quel point la sobriété est une notion utile pour avancer dans la transformation, en ce sens que c'était une notion à laquelle finalement tous les citoyens étaient habitués. Je veux dire, c'est-à-dire que justement par son enracinement dans ce que j'ai appelé la philosophie, etc., mais surtout dans la vie courante. Nos grands-mères étaient sobres pendant les guerres ou ce genre de choses, en fait. Donc, nos enfants, si j'ose dire, pour les gens de ma génération, peut-être un peu moins pour les autres, parce que c'est peut-être cette génération qui a perdu le fil de cette sobriété, c'est quelque chose qui s'enracine dans l'histoire. Et ça, c'est, je trouve, très, très important d'inscrire la trajectoire des limites de la consommation dans une histoire, dans l'histoire du terroir, dans l'histoire d'une famille, dans l'histoire du pays, etc. Sans ça, nous sommes devant des défis tellement nouveaux, en fait, que nous sommes dépaysés et que nous ne savons pas quelle valeur adopter. Je crois que c'est vraiment une des raisons importantes. Donc ça, c'était la première partie. La seconde partie, en fait, c'est que nous avons balayé tous les secteurs où la sobriété pouvait s'exercer. Alors,
Pour tout vous dire, cette note, elle date du 22 février, donc elle avait été écrite évidemment un petit peu avant, 22 février 2022, et donc c'était avant la déclaration de guerre en Ukraine. Et donc, en fait, on s'était appuyé, comme vous les avez cités d'ailleurs, sur les scénarios Négawatt, le scénario de l'ADEME, etc. Et donc, on n'avait pas entamé le scénario de crise qui nous est tombé dessus, si j'ose dire. Bon. Et au-delà de l'énergie, on a balayé beaucoup de secteurs et surtout, à la manière effectivement dont travaille le comité 21, on a essayé de voir quel pourrait être l'exercice, la déclinaison de la sobriété pour les collectivités locales, pour les entreprises, pour tout un chacun, les citoyens, et évidemment dans le domaine universitaire. Et ensuite, donc, on a proposé un certain nombre de directions avec des propositions que nous allons reprendre d'ailleurs parce que nous considérons en fait que dans notre travail qui va aboutir en septembre prochain à un gros rapport sur les nouveaux modèles, nous avons ces deux pieds de nouveaux modèles, c'est-à-dire d'une part la sobriété et d'autre part l'adaptation. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de logique dans ce travail qui, en septembre prochain, aura 3 ans, puisque ça a commencé au rapport transformation de juin 2020 jusqu'à donc sobriété 2022 et nouveau modèle 2023. Alors, nous avons continué à décliner la sobriété, je dirais, après la crise. Alors, on a fait une deuxième note qui était en juin 2022 où nous traitions le problème de la jeunesse. Et ça, nous y tenions beaucoup parce qu'en fait, on s'est demandé, si vous voulez, si la jeunesse qui était assez radicale, en tout cas pour certaines de ses composantes, était prête à la sobriété. Vous savez toujours ce qu'on dit, la jeunesse, certes, prône parfois la décroissance, etc., mais la jeunesse est très consommatrice, en particulier sur le numérique, elle peut être gaspilleuse, etc., etc. Alors, en fait, on a fait une note qui s'est appelée la jeunesse face à une crise, la sobriété est-elle une valeur et un levier d'action pour la jeunesse face à une crise multidimensionnelle. Voilà, et ça, c'est une note à laquelle moi je tiens beaucoup parce que je pense que la jeunesse est en recherche, en fait, en ce moment de valeurs pour trouver un chemin de solution. Et si nous ne construisons pas avec elle des valeurs pour qu'ils aient l'impression qu'il y a un chemin par rapport à la crise d'aujourd'hui et par rapport aux limites planétaires en particulier, eh bien, elle va tomber dans ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire l'éco-anxiété, la peur de l'effondrement, etc. La troisième note, évidemment, date d'octobre 2022, c'est-à-dire le plan de sobriété. Nous avons examiné quel était le plan de sobriété du gouvernement, mais qui était, il faut bien le dire, un plan de réponse à la crise. Et ce plan de réponse, nous avertissions, entre guillemets, qu'il fallait absolument qu'il soit, certes, un plan qui, effectivement, vu la crise énergétique, donnait des perspectives pour, si j'ose dire, passer l'hiver, mais qu'il fallait aller plus loin. Je vais vous en lire la conclusion. Du fait de la guerre en Ukraine, la sobriété s'impose comme un incontournable des mois à venir, mais cette première brique doit être convertie en perspective de changement de modèle. La démarche de planification engagée par le gouvernement devrait être le vecteur de passage à un mouvement plus profond qui dépasse la juxtaposition d'éco-gestes pour s'inscrire dans une sobriété-attitude au nom de 2 impératifs fédérateurs, la dépendance du pays et la décarbonation, principal moyen de lutter contre le réchauffement climatique. Sans cette conversion, qui devrait apparaître dans la prochaine SNBC, donc Stratégie nationale bas carbone, une grande occasion aura été perdue. Nous avons une idée assez précise du quoi faire, rénovation thermique en profondeur,
combinaison d'une moindre mobilité, d'un report modal vers le train et le vélo, basculement vers la motorisation électrique, évolution de l'alimentation, nouvelles technologies industrielles, mix nucléaire, énergie renouvelable, etc. La mise en mouvement collective, le comment faire et la déclinaison dans les territoires, donc c'est tout à fait proche des conclusions en fait du CESE, constitue désormais la problématique centrale. La sobriété suppose des changements de pratiques majeurs pour susciter l'adhésion des citoyens et s'imposer comme un moyen de transformer durablement les pratiques. Dialogue et concertation sont plus que jamais nécessaires. Donc vous voyez à quel point nous sommes en phase en fait avec le rapport du CESE. Alors Frédéric, si tu me permets d'aller un peu plus loin, nous sommes en train de préparer la 4e note et pour tout vous dire, nous aurions aimé qu'elle paraisse à la fin du mois de mars, mais en fait, justement, nous voudrions élargir, parce que c'est l'ADN du comité 21 de dire à quel point, en l'occurrence, nous devons embrasser toute la société, je veux dire, à la fois tous ces acteurs et tous ces domaines, dans ce match de transformation fondé sur la sobriété. Et donc, en fait, on voulait avoir le plan de sobriété eau qui est en train de préparer le gouvernement, mais vous avez remarqué qu'il y avait un certain nombre d'événements, donc c'est reculé d'une part, et d'autre part, Madame Pannier-Runacher est en train de fabriquer le 2e plan de sobriété énergétique qui devrait paraître en avril, mai au plus tard. Et donc, là aussi, nous publierons à ce moment-là une note à cet effet. D'ores et déjà, je voudrais juste donner quelques pistes pour cette 4e note que nous sommes que nous allons proposer. D'abord, moi, je trouve qu'il ne faut pas cacher sa joie sur le fait que la sobriété énergétique, elle a été possible. C'est-à-dire que RTE nous dit que nous avons économisé 9% d'électricité par rapport aux années 2014-2019. Alors, tout veut dire, RTE dit avec une certaine franchise qu'il y a un quart de météo clémente dans cette économie et les 3/4 sont des véritables économies. Donc, si dans la hâte, parce que je veux dire, tout le monde a été surpris des conséquences évidemment de l'Ukraine, etc., on n'aurait pas dû l'être, mais ça, c'est un autre débat. Si dans la hâte, nous pouvons économiser 9%, eh bien, il est évident que nous pouvons économiser plus. C'est absolument certain. Et en particulier, d'ailleurs, dans tout ce qui est gaspillage et dans toutes sortes de procédés aujourd'hui qui sont d'une part dus à la technologie, mais d'autre part dans les comportements. Moi, je suis absolument sûre que nous pouvons aller jusqu'à 15%, ce qui est bon pour tout le monde. Je veux dire, c'est bon pour le climat, c'est bon pour la santé, c'est bon pour les budgets, etc. Donc ça, je crois qu'il faut vraiment, quand on nous dit qu'il n'y a pas de solution, etc., alors certes, c'est de la sobriété subie et c'est de la sobriété imposée. Et ça, c'est le grand problème. Mais cette sobriété imposée, il faut savoir aussi l'assimiler à un mode de vie choisi. Et c'est ça qui, d'ailleurs, vous le dites très bien dans le rapport du Conseil économique et social. Donc, le plan énergétique, on va voir. Moi, ce que je souhaite vraiment, c'est qu'il réponde à ce qu'on disait avec Christian Dubos, d'ailleurs, qui était l'auteur de la note et qui est un spécialiste des transports et de l'énergie, et qui est membre du comité 21, nous sommes en attente du plan énergétique. Là, je vais juste survoler 3 domaines qui me paraissent tout à fait importants pour aller plus loin dans la sobriété. D'abord, la difficulté sur ce que nous avions développé dans la première note, c'est-à-dire la sobriété foncière. On voit dans le débat ZAN, dans le débat donc des zones d'artificialisation nette, c'est-à-dire en fait du fait que la loi climat-résilience demande aux collectivités d'économiser
leur surface de développement pour laisser des zones libres pour la renaturation, etc., nous voyons que le débat est très âpre. Vous savez qu'il y a une proposition, que le Sénat s'est saisi de cette affaire, a fait une proposition de loi qui a déjà été débattue. Et en fait, dans l'exposé des motifs, il donne très bien le problème. Il dit concilier la sobriété foncière et le développement harmonieux de nos territoires. Voilà. Donc le sujet est posé, il est de façon très âpre. Le ministre Béchu a dit assez clairement qu'il ne voulait pas que à l'Assemblée nationale le projet du Sénat perde complètement l'esprit de la loi climat résilience, mais il faut quand même il va falloir être très attentif à cette loi parce que autant dans certaines communes, et d'ailleurs c'est pour ça que la proposition de loi redonne tout le pouvoir aux élus, en fait. Hein. Autant dans certaines communes, on peut comprendre que la commune ait besoin de se développer, etc., mais il y a toute une réflexion sur l'idéologie, si j'ose dire, qui consiste à dire tout développement doit être une extension. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Le deuxième sujet qui me paraît devoir être interrogé, et d'ailleurs là c'est un peu en lien avec le numérique, nous avions publié à la plateforme RSE, quand Frédéric la présidait, un rapport sur numérique et RSE. Et aujourd'hui, nous attendons du gouvernement la feuille de route de la décarbonation dans le numérique. L'ADEME vient de sortir le rapport, mais le rapport de l'ADEME dit quand même que si on continue comme ça, l'énergie, en l'occurrence l'électricité dépensée pour le numérique, va multiplier par 3 de 2020 à 2050. Alors ça, c'est absolument pas possible parce que la part du numérique augmentant par ailleurs dans l'ensemble de l'économie, on avait calculé dans le rapport de la plateforme RSE que ça faisait absolument exploser nos gains en matière de réduction d'émissions. Donc ça, c'est absolument énorme. Il y a toutes sortes de solutions possibles. Et ça, c'est quelque chose qui va être très important pour accéder à la sobriété numérique. Troisièmement, il y a quelque chose qui est un échec, on pourrait même appeler les choses par leur nom pour l'instant, c'est la publicité. Et ça rejoint exactement ce que nous avons dit, que le Conseil économique et social a dit, que beaucoup d'intervenants sur la sobriété disent, c'est-à-dire que la sobriété est un comportement, est un état d'esprit, mais que si vous avez tous les jours des messages dans votre environnement qui détruisent cet état d'esprit, où vous pouvez être de bonne foi d'ailleurs partant, eh bien c'est encore plus difficile. Et il faut bien dire que les mesures qu'avait lancées la Convention citoyenne pour le climat sortent extrêmement difficilement. Par exemple, en l'occurrence, l'interdiction des publicités qui sont des publicités qui entraînent nos énergies fossiles dans la loi, c'est interdit depuis je crois que c'est le 1er septembre 2022, sauf que le décret, à ma connaissance, j'espère que je ne dis pas de bêtises, n'est pas sorti. En tout cas, il y a un mois, il n'était pas sorti, je ne crois pas qu'il soit sorti en ce moment. Deuxièmement, vous avez les grands publicitaires qui sortent des engagements, mais qui sont extrêmement faibles et qui manifestement ne correspondent pas aux besoins. Et en l'occurrence, vous avez vraiment un énorme problème là-dessus. Et là, je pense que des gens comme d'ailleurs mon homonyme Elisabeth Laville finissent par proposer ce qu'on appelle une loi E20 pour le climat, hein, c'est-à-dire pour se désintoxiquer, comme on se désintoxique de l'alcool ou du tabac,
Et là, je pense qu'il n'y aura pas de vraie sobriété si nous n'agissons pas là-dessus. Et c'est extrêmement important pour la jeunesse. On voit bien que la jeunesse est complètement écartelée entre des modèles de consommation qui sont des modèles de gaspillage et une volonté très importante de réduire leur empreinte sur la planète. Donc, voilà un peu qu'on va vraiment beaucoup insister dans cette quatrième note là-dessus. Maintenant, je dois dire qu'il reste quand même cette interrogation. Nous avions terminé notre rapport en disant qu'il n'y aurait pas de sobriété sans réduction des inégalités. Le Conseil économique et social insiste beaucoup là-dessus, nous sommes entièrement d'accord, mais je dois dire que se pose quand même le problème de qu'est-ce que c'est que la sobriété dans un climat de multicrise. Ça, c'est, je veux dire, voilà. C'est-à-dire que j'ai l'impression, si vous voulez, par rapport à l'année dernière, nous avons commencé nos travaux sur les sobriétés, presque c'est encore plus difficile parce que, par exemple, qu'est-ce qu'une sobriété choisie quand l'inflation rend la sobriété subie? Bon, première question. Qu'est-ce que la sobriété choisie quand les gens ont l'impression d'inégalité montante? Et donc ça, c'est vraiment les deux grandes questions. C'est, je crois, le nœud de nos sociétés. Ça rend le débat, nous allons sortir un certain nombre de papiers et d'interrogations sur la décroissance parce qu'il y a énormément de gens qui finalement prônent aujourd'hui la décroissance de manière beaucoup plus franche, si j'ose dire, qu'avant et dans tous les milieux. Est-ce que cette décroissance est audible? Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que j'ai toujours dit que le concept de décroissance n'était pas un concept utile pour le monde entier parce que vous ne pouvez pas aller parler de décroissance au Bénin, mais je commence à penser que le concept de décroissance, même de sobriété, n'est pas non plus audible pour les pauvres de nos pays riches. Et donc, on voit bien que là, il doit y avoir une reformulation entière de notre projet de société. Merci beaucoup Bettina. Tu as répondu aussi à un certain nombre de questions que j'avais l'intention de poser, mais effectivement, on voit bien que cette notion est de nature à rassembler, à faire consensus, mais dès qu'il s'agit d'entrer un peu dans précisément dans certaines mesures, on voit bien que ça peut polariser et révéler un peu certaines tensions et certains besoins de clarification sur le cap à poursuivre. Et qui pose aussi la question de cette sobriété, comment elle peut ne pas être éclipsée par les différentes urgences et les différentes crises qu'on traverse actuellement. Peut-être pour redonner la parole au rapporteur de l'avis du CESE, Albert, tu nous as t'as évoqué le fait que le rapport, l'avis du CESE avait été présenté une fois adopté au gouvernement. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur les suites de cet avis? Qu'est-ce qui a retenu l'attention des différents acteurs parmi les différentes préconisations, au nombre de 19 là, qui ont été formulées par le CESE? Qu'est-ce qui pourrait avancer? Qu'est-ce que vous entrevoyez un peu comme piste d'évolution et peut-être celles qui sont peut-être les plus compliquées? Alors, en fait, donc, on a présenté l'avis aux parlementaires via la structure, j'ai toujours un souci avec son acronyme, de l'Office parlementaire sur la recherche, l'OPEX, je crois. Enfin, voilà. Je crois que c'est ça. On a présenté à une membre du cabinet de M. Béchu et on a présenté à Agnès Pannier-Runacher en direct à l'occasion de la remise officielle de l'avis. Donc, dans tous les cas, il y a eu un intérêt au moins poli concernant les travaux du CESE, ça c'est toujours le cas. Mais plus sérieusement, il y a eu des échanges assez riches, notamment pour savoir où étaient les points un peu de divergence et de tension, c'est-à-dire comment on avait construit un peu le consensus. Et c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué
parce il a fallu se caler hein, sur cette notion de sobriété. Pour reprendre vos propos, hein, en fait, on est arrivé à se mettre d'accord quand même sur un élément important, c'est que d'abord que la sobriété était indispensable et vitale, et que ce n'était pas uniquement un mauvais moment à passer ou, comme vous l'avez dit, hein, l'enjeu de passer l'hiver et qu'il fallait ne plus considérer la sobriété comme un élément qui répond à une situation de crise, sachant qu'une crise, normalement, finit par se résoudre. En tout cas, ça aboutit à quelque chose et donc, une fois que la crise est passée, on peut revenir à la situation. Et ce qu'on s'est dit aussi, c'est que débat aussi très vif, c'est que le rapport entre sobriété et technologie devait être bien clair. Que on ne pouvait pas simplement se dire aussi que bon, on va être sobre dans l'attente de trouver la solution technologique qui va nous résoudre tous les problèmes. Et que dans tous les cas, on avait besoin d'une politique de sobriété et qu'il fallait sortir un peu du mythe. Hein, c'est un peu le quatrième scénario de l'ADEME, hein, qui est un pari technologique en quelque sorte, qui considérait que finalement, de toute façon, il n'y a qu'à attendre et on va bien finir par trouver la solution. Avec l'effet rebond, hein, donc, que tout le monde connaît. Donc globalement, on a eu un avis intéressé. On n'a pas eu de réponse précise hein, quant à quelles étaient les préconisations qui étaient les plus retenues. Quand même, deux éléments, celui sur la communication institutionnelle, hein, c'est-à-dire un peu sur le projet de société. Celui-là a l'attention notamment de la ministre, hein, qui a dit qu'elle allait aussi utiliser ces éléments pour le plan hein, de sobriété énergétique qui est prévu pour très bientôt. Et puis l'idée aussi de projets de sobriété territoriaux qui a suscité une attention particulière dans la mesure où on a déjà en quelque sorte un modèle, on a déjà potentiellement l'ingénierie d'organisation de ces projets et on a les vecteurs. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été soulevé. Et puis enfin, concernant l'offre, l'enjeu de mobiliser évidemment les entreprises et les acteurs dans les entreprises hein, et de miser sur les CSE, de miser sur la RSE, de miser sur tous ces vecteurs qui permettent en quelque sorte de mettre en œuvre et de faire partager, puisque si on veut que ça devienne un vrai projet de société, il faut évidemment que tout ça soit partagé. Donc voilà où on en est, sachant que cet avis avait une vocation un peu systémique, puisque on vient de s'engager dans de nouveaux travaux au CESE. On a un avis sur l'eau. On est en phase de deuxième lecture, là, la semaine prochaine, donc il va être présenté en avril ou en mai. On vient de lancer des travaux aussi sur l'économie servicielle, qui est en lien direct hein, aussi avec la réflexion autour de la sobriété. Donc, on a plusieurs axes hein, vers lesquels on va réfléchir à la consommation et à la publicité, parce qu'il va falloir l'ouvrage sur le métier, comme vous l'avez souligné. Donc, on est dans une réflexion générale et globale, même si on sait que le chemin est encore très pentu, en fait. Et que le risque, hein, c'est de voir une situation, on va dire, temporairement se rétablir si on voit les prix d'énergie recommencent à descendre. Et donc, on peut considérer que finalement, on peut prendre les habitudes. Hein. Et donc, cette démarche en fait systémique et cet effet cliqué, on n'est pas certain qu'il soit garanti sans une mobilisation, on va dire, de toutes les parties. Oui, si tu permets. J'allais te faire réagir justement à cette idée de comment on mobilise les différentes composantes de la société et comment le comité 21 s'y prend compte tenu de sa composition multi-acteurs. Voilà, alors moi, pour rebondir, ce que je voudrais effectivement dire, c'est par rapport à ce que vient de dire Albert, c'est en l'occurrence, il faut faire très attention. Alors, ça paraît complètement fou parce qu'on a l'impression qu'on souhaite que la crise ne s'arrête pas. Alors, c'est vraiment pas le sens de mon propos, mais il faut, dans toutes les crises, on l'avait d'ailleurs montré, je me souviens, au comité 21, il y a plus de 10 ans, après la crise financière, l'effet rebond est quelque chose de terrible parce que, en fait, il y a une espèce
de réflexe économico-humain que ouf, c'est fini, et donc on a une espèce de volonté de rattrapage, si j'ose dire, et en économie, ça se traduit par un effet rebond. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un économiste qui a fait un livre sur la sobriété que j'aime bien, qui parle, et je crois d'ailleurs que vous l'avez cité dans le Conseil économique et social. En fait, il y a un trépied pour la sobriété. C'est la sobriété de chacun, et les calculs économiques font que quand même la sobriété de chacun, ça fait le quart du chemin. C'est quand même pas rien, je veux dire, les petits gestes, comme on dit. Alors, au-delà des petits gestes, comportement rationnel de petits gestes, pas un petit geste de temps en temps, ça fait le quart, et c'est tout à fait considérable. Ça veut dire que le pouvoir citoyen est quand même très important. Que les deux autres pieds du trépied, c'est la sobriété systémique. Alors ça, c'est assez compliqué, mais je crois que c'est très bien expliqué dans le rapport du Conseil économique et social, c'est-à-dire que, et environnemental, pardon, c'est-à-dire que, je veux dire, il faut que cette sobriété soit véritablement pensée de manière systémique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sobre dans un secteur, mais que ça entraîne le contraire de la sobriété dans un autre, eh bien, les effets s'annulent. Voilà. Et d'autre part, il y a le troisième qui est la sobriété structurelle. Et cette sobriété structurelle, elle change, il faut quand même bien le dire. C'est d'ailleurs pour ça que nous, au comité 21, on emploie le terme de transformation par un changement de structure. Je veux dire, c'est évident. Alors, ce changement de structure, c'est en matière énergétique avec la nouvelle loi énergie-climat, stratégie bas carbone, mais ça change aussi par ce que je proposais tout à l'heure, en particulier par des changements sur la publicité, etc., etc. Voilà. Et donc ça, c'est voilà le trépied, et ce trépied, il faut en faire un projet de société. Et en fait, je crois que dans ce qui nous attend, il ne faut pas dire que, je veux dire, ce n'est pas un projet d'ingénieur, le projet de la sobriété. C'est un projet où il faut utiliser le savoir des ingénieurs. Ça, c'est extrêmement important. Mais c'est un projet vraiment de société. Et c'est ça qu'on essaye, pour répondre à ta question, Frédéric, de décliner au comité 21, tout simplement parce qu'on a les composantes de la société, évidemment, une petite photographie, mais c'est une petite photographie qui a quand même depuis 30 ans essayé de sensibiliser la société, donc d'une part, et on voit bien, par exemple, dans ce que le CESE raconte et ce que nous avons également, nous, mis en lumière, c'est-à-dire les exercices de sobriété territoriale, d'une part, plan de sobriété territoriale. Deuxièmement, la sobriété d'entreprise qui, effectivement, d'une sobriété imposée avec la baisse de l'énergie, etc., doit, et ça c'était une de nos propositions d'ailleurs, doit employer les mots, je veux dire, on avait proposé dans notre rapport que par exemple pour les sociétés à mission, eh bien il y ait toujours un paragraphe sur la sobriété, enfin une réflexion sur la sobriété, etc., etc. Donc en fait, il y a juste une question, comme l'heure est on arrive presque au terme de l'heure de notre webinaire, et il y a juste simplement une question. Je me dis que c'est peut-être l'occasion d'y répondre, et je me permets de la lire. Donc, c'est un sondage récent mentionne qu'un Français sur deux ne connaît pas le concept de la RSE. Et que dire de la connaissance des limites planétaires dans ce contexte? Comment avancer rapidement sur la sobriété et en faire un véritable levier de transformation? Vous avez 30 secondes chacun. Je commence. Moi, je suis persuadé que ce qui marche fondamentalement, c'est d'engager des personnes dans des démarches de projet. C'est-à-dire, il s'agit d'embarquer. Et lorsqu'on associe des parties prenantes, et ça peut se faire dès l'école d'ailleurs, cette affaire-là, mais pas uniquement pour avoir un cours sur la sobriété, mais d'embarquer les personnes, les acteurs dans une entreprise, dans un espace socioculturel, enfin partout, dans une réflexion et dans un projet à construire, et d'en mesurer et d'en identifier les bénéfices.
parce que être sobre, on vit mieux quand on est plus sobre, sur tout un tas de points de vue. Donc, partager cette découverte-là et ce projet et trouver la connexion donc, entre projet et politique publique. Voilà, en gros, un peu la démarche qui me semble la plus efficace, en tout cas. Alors moi, je vais être un peu provocante. Ça me réjouit beaucoup parce que je n'aurais pas cru qu'un Français sur deux ne connaissait pas, c'est-à-dire qu'un Français sur deux le connaisse. Et je suis absolument certaine que le résultat de ce sondage n'eût pas du tout été le même il y a 3-4 ans. Je pense que les choses, la connaissance avance sur les limites planétaires à cause, trop tard hein, bien sûr, mais à cause des effets du réchauffement climatique, on parle quand même beaucoup plus de ça. Et ma seconde réponse, c'est que s'ils ne connaissent pas la RSE, ça, j'en suis sûre, et si beaucoup de gens ne connaissent pas les limites planétaires, ils savent tous ce que c'est que la sobriété. Et c'est ça l'utilité du concept, c'est qu'à travers ce concept qui est enraciné dans de très nombreuses civilisations, et je dirais même des civilisations qui aujourd'hui paraissent contradictoires, eh bien, il y a des références culturelles qui peuvent aider à faire passer d'autres messages. Merci beaucoup pour ce mot de la fin, comme l'heure touche, voilà, on arrive à la fin de l'heure qu'on s'était donnée. Peut-être juste, Emeraude, est-ce que tu peux afficher à l'écran, je voudrais juste annoncer la suite de nos projets sur les questions de sobriété. Donc, une note a été évoquée, il y en a aussi d'autres qui correspondent à des travaux un peu d'enquête qu'on va mener auprès de nos collèges et de nos adhérents. C'est pas la bonne slide. C'est pas la bonne slide non plus. Voilà. C'est autour des questions de sobriété. On va interroger en fait les acteurs et voir si, au-delà de l'hiver, comme il a été dit, les plans de sobriété laissent une trace, une empreinte un peu plus durable, un peu qui structure différemment. Est-ce que un dialogue avec les parties prenantes, avec les acteurs est instauré autour des mesures des sobriétés. C'est le fil conducteur de nos travaux, c'est l'acceptabilité sociétale hein, de la société, de la sobriété, vous l'aurez compris. Du coup, on va faire une enquête auprès des collectivités, une enquête auprès des entreprises de différentes tailles, et puis s'interroger aussi sur la notion donc sur les gestes individuels avec un travail lancé en lien avec le collège citoyen autour de l'empreinte individuelle et la question voilà, des outils qui existent pour calculer son empreinte et les mettre un peu en parallèle pour voir leurs atouts et leurs limites. Sujet qui fait pas mal écho aussi à un rendez-vous annuel autour de la citoyenneté écologique. Le comité 21 organise une fois par an les universités de la citoyenneté écologique qui reprennent aussi beaucoup cette idée de sobriété à l'échelle de ce que peut faire l'individu. Du coup, je vous donne rendez-vous pour la suite. N'hésitez pas à suivre nos travaux en vous abonnant à notre newsletter, en nous rejoignant si vous n'êtes pas adhérent pour participer à ces travaux. Je peux juste afficher la dernière slide avec les prochains rendez-vous, prochains événements, autres que sur notre programme sobriété, mais on a aussi différents autres axes, avec la semaine prochaine un rendez-vous de décryptage sur l'évolution réglementaire au niveau européen, la fameuse directive de durabilité, la fameuse CSRD en anglais. On fait dans 10 jours un webinaire de bilan du sommet de la conférence de New York sur l'eau qui se termine aujourd'hui. Un rendez-vous aura lieu en avril dans le cadre de notre cycle, notre programme sur l'adaptation au changement climatique. Et puis autour du grand projet sur les nouveaux modèles qui donnera lieu à un rapport
en septembre, se tiendra fin mai un séminaire un peu de concertation pour affiner les propositions. Donc voilà un peu les principaux temps forts des prochaines semaines. Merci à tous, merci aux intervenants pour ces échanges passionnants qu'on aurait bien aimé prolonger parce qu'on voit que c'est très riche. Mais voilà, merci encore. À une prochaine et à très bientôt. Merci de l'invitation. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.